Bah, ça fait plaisir de se retrouver, les mecs. Oh là là. Salut les gars. Salut. Pour une fois qu'on se fait un resto. Je vous présente Camille qui nous rejoint aujourd'hui. Hey, salut Camille. Salut Camille. C'est cool d'être avec nous. Bah ouais, c'est cool d'être ici aussi. J'ai amené Camille aujourd'hui parce que donc vous le savez, elle va nous aider, mais surtout elle était hyper intéressée par le sujet du jour, la robotique sociale. Alors quand je lui ai dit que c'était Julien de Sanctis, elle a dit je veux à tout prix l'écouter en live. C'est pour ça qu'elle nous rejoint. Bienvenue avec nous Camille. Ouais, tu verras, le studio est canon, on y va dans quelques minutes. Alors moi j'ai hâte de retrouver Julien quand même. Vous vous rappelez qu'on a déjà enregistré un épisode sur la robotique sociale dans la précédente saison avec Laurence. Ouais. Et puis là je pense qu'on va aller un cran plus loin pour vraiment parler de philosophie et qu'est-ce que ça renvoie, comment ça nous interroge nous en tant qu'êtres humains, le rapport qu'on est en train de construire au robot, ça va être vraiment chouette je crois. C'est surtout ce côté-là, c'est le côté d'être social. Enfin, moi, c'est l'association robotique et sociale qui va beaucoup m'intéresser et savoir ça veut dire quoi déjà. Ça paraît très antinomique. Robot et social, quoi. C'est chelou, ouais. Encore un oxymore de la tech. Mais c'est ce qu'on préfère dans Trench Tech. Moi, j'ai vraiment hâte de lui poser une question, c'est que finalement, le rapport qu'on a à nos machines, pour ne pas dire aux robots, parce que avant d'avoir des robots, on a quand même plein de machines qui nous entourent. Est-ce que finalement ce rapport-là dénature pas d'une certaine manière notre rapport aux autres choses et in fine notre rapport, je sais pas, à toi, à moi, à nous-mêmes. On va aller loin dans cet épisode. Et voilà Julien, on y va tout de suite. Je veux qu'elle soit traitée comme un membre de la famille, ou tout du moins comme un être humain. Mais enfin, qu'est-ce que ça lui apportera ? Je ne sais pas, mais disons que pour moi, c'est une question de dignité. Nous devons la respecter, c'est tout. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique ? Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Arrête de mettre la pression, je ne suis pas une machine ! Cette formule, on l'entend souvent de la part d'employés stressés, de parents à la charge mentale débordante ou de personnes qui réalisent des podcasts de grande qualité la nuit après leur journée de travail. Ça sent le vécu. Mais est-ce qu'on pourrait l'entendre dans la bouche d'un robot ? Faut pas tout mélanger. Faut peut-être laisser les machines à leurs problèmes de boulons mal serrés et les humains à leur turpitude freudienne. Bon, ok pour aujourd'hui. Mais demain, qu'en sera-t-il quand les robots dits sociaux cohabiteront avec nous, partageront notre quotidien ? Voudra-t-on les traiter comme des membres de nos familles, comme dans l'excellente série Real Humans, dont vous avez entendu un extrait en introduction ? Voudra-t-on les traiter avec dignité ? Et d'ailleurs, que signifiera le terme dignité une fois appliqué à un robot ? Et surtout dans cette histoire, nous, les vrais humains, que deviendra-t-on ? Que deviendra notre perception de notre propre humanité ? Car au fond, les robots sociaux permettent surtout de questionner notre propre humanité et notre rapport à l'autre. Alors, pour démarrer notre grand entretien avec notre invité Julien de Sanctis, nous allons d'abord nous questionner sur la place et l'utilité des robots sociaux. Puis, nous nous interrogerons sur le statut moral qu'il nous faut leur conférer avant de découvrir en quoi ces machines sont en fait le reflet de notre propre humanité. Vous retrouverez aussi dans cet épisode la rafraîchissante chronique Patch Tech de Fabienne Billa, ainsi qu'un nouveau moment d'égarement de Laurent Guérin. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, car nous prendrons aussi le temps de débriefer juste entre vous et nous, pour fixer les idées clés de notre échange avec Julien de Sanctis. Je crois d'ailleurs que Julien est arrivé et nous allons l'accueillir. Salut Julien. Salut. Julien, on peut se tutoyer. Ouais, bien sûr. Génial. Alors Julien, tu es philosophe et tes travaux portent sur les robots sociaux. Tu as notamment réalisé une thèse CIFRE avec Spoon, qui développait alors un robot pour les espaces collectifs, les gares, les musées, les centres commerciaux. Tu travailles maintenant pour TAE, une agence de philosophie qui accompagne les organisations pour remettre la question du sens au cœur de leur stratégie et de leur pratique. Enfin, tu es aussi l'auteur d'une thèse effectuée à l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne, dans laquelle tu interroges la moralité des robots à travers la notion d'altérité technique. Thèse que tu vas d'ailleurs soutenir dans quelques jours seulement. Il te reste un petit mois, je crois. Alors, on espère vraiment que cet entretien avec nous va te porter chance et qu'on pourra bientôt t'appeler docteur. Tout est juste, Julien ?
Tout est juste 20 sur 20. Waouh. On te souhaite la même note. C'est ça, On te souhaite la même note dans un petit mois. Bon, c'est parfait. Alors, c'est l'heure de lancer notre grand entretien avec donc un premier thème, robotique sociale. Mais pourquoi faire? French Tech. Esprit critique, pratique, éthique. Bonjour Julien. Alors, effectivement, dans cette première partie, il faudrait qu'on s'intéresse sur l'association de deux choses sur la notion de robotique et sociale. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'associer robotique sociale ? Qu'est-ce que c'est qu'être social pour un robot ? Oui, alors je ne sais pas si on a besoin de les associer, mais en effet, la formule robot social, elle est assez étonnante. Elle est tellement étonnante que c'est la question directrice de ma thèse. Donc tu m'as un petit peu copié là, non ? Mais non, je n'ai pas pu la lire. On n'a pas encore lu. On n'a pas eu le droit. On n'a pas eu le droit. Donc non, mais c'est clairement la question que je me suis posée. C'est un peu la question inaugurale de mon travail et ça peut paraître extrêmement étonnant. Tout à l'heure, je vous ai entendu un moment parler d'oxymore. Et moi, à titre personnel, j'utilise même le terme. Ça peut paraître être un oxymore parce que le robot, c'est quand même. Alors, il y a un imaginaire extrêmement développé du robot, mais disons que un de ces imaginaires, c'est quand même l'entité qui est déterminée par excellence. C'est la figure de l'esclave artificiel, alors que le social, c'est précisément ce qui nous permet un petit peu de nous ôter nos chaînes des déterminismes. Et c'est, moi j'aime bien dire que le social, c'est ce qui sert à rien en particulier et qui sert à tout en général. Donc il y a quelque chose d'assez, en effet, oxymorique dans la formule même, dans le concept même. On peut dire, bon, moi dans mon travail, j'ai identifié 4 grandes réponses à la question. Qu'est-ce que ça signifie pour un robot d'être social ? Schématiquement, on peut réduire ça à 3 ici. La première, c'est tout simplement un robot est social parce qu'il est capable d'interagir socialement. Il est capable d'interagir socialement. Et ça peut être la réponse qui est un petit peu, qui peut sembler évidente. Et pourtant, elle est assez intéressante. Il faut commencer par le début. Il faut toujours commencer par le début. Et ce début, il est déjà assez, il offre déjà une certaine prise pour la réflexion parce que il permet moi, il m'a permis en tout cas de proposer une première définition du robot social, une définition qui est donc pour le coup purement fonctionnelle. Et donc interaction sociale, un robot social, c'est un artefact, c'est un objet technique qui a pour fonction d'interagir. Et cette fonction, elle peut à la fois être intrinsèque ou extrinsèque à l'interaction. Alors là, vous l'avez dit, il va se faire le philosophe, tout ça. Donc j'explique ces mots qui commencent déjà dans le côté un peu technique. Une fonction intrinsèque à l'interaction, ça veut tout simplement dire que la fonction, c'est l'interaction elle-même. Donc typiquement, pour resituer la chose dans un contexte plus humain, quand tu vas voir ton psy, t'interagis avec lui. Et sa fonction, c'est l'interaction. C'est l'interaction qui produit le résultat attendu. Et une fonction qui est extrinsèque à l'interaction, elle, par contre, c'est une fonction qui aurait pu, dont l'objectif aurait pu être atteint en fait, indépendamment de l'interaction. On aurait pu utiliser un autre moyen, mais là, il s'avère qu'on le fait par l'interaction. Et là, l'exemple très concret, c'est, tu as un robot d'accueil, tu lui demandes ton chemin, mais en fait, ça, une board dite interactive qui parle pas aurait pu le faire tout aussi bien. Parce que c'est un point qui est intéressant parce que du coup. Dans ta définition, alors moi je suis allé piocher sur internet, donc on met tous les guillemets, mais ça va permettre de pouvoir poser un petit débat. Quand on regarde sur Wikipédia, en fait, il y a 2 éléments qui m'ont beaucoup interpellé dans la définition du robot social. C'est une entité autonome qui va interagir avec une autre entité, agent physique autonome, c'est ce qu'ils mettent à peu près. Et en suivant les comportements sociaux, ça à peu près, je peux comprendre. Mais il rajoute en plus, et en suivant les règles attachées à son rôle. Donc ça sous-entendrait que le sujet est plutôt normé, qu'il y a des règles de à faire, pas faire. C'est normé ce système-là ? Alors ça correspond en réalité à une des définitions, si on se réfère à la littérature scientifique sur le sujet. Toutes les définitions ne parlent pas de cette dimension-là, mais tu as raison de la remarquer, elle est assez intéressante. Et en fait, ça me permet de faire le lien avec la deuxième proposition que je fais sur le sens du social, c'est en fait le robot il est social parce qu'il a aussi une fonction sociale. Donc par exemple, si je continue de prendre des illustrations concrètes, si tu mets un robot dans un hôpital qui a vocation, disons, à rappeler à certains patients de prendre leurs médicaments, il a la fonction sociale de soignant. Alors une des fonctions que le soignant a. Et donc, on va être en droit d'attendre
de lui que dans son fonctionnement, en tant que soignant, il réponde à certaines normes, en effet, qui correspondent à l'entité dans laquelle il se trouve, en l'occurrence une entité hospitalière. Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est intéressant parce que là, tu commences à nous délivrer quelques exemples concrets. Peut-être qu'on pourra continuer d'alimenter la liste au gré de notre discussion. Mais à ce stade, moi, il y a une question qui me vient. Ces exemples que tu nous cites aujourd'hui, c'est quelque chose de réel, c'est établi. Il y a un marché véritablement pour ça, ou est-ce qu'on est dans l'ordre du POC, le proof of concept, comme disent nos amis dans les startups, par exemple, ou c'est carrément encore un exercice de pensée et ça reste dans les laboratoires de chercheurs comme ceux que tu as fréquenté? Ouais, bonne question. On est dans une zone grise, hein. On est clairement dans une zone grise. Je sais pas si j'ai les termes adaptés pour qualifier où en est la robotique sociale. Alors moi, l'expérience que j'ai des POC, des fameux POC, proof of concept, c'est que c'est surtout plus que des proofs, c'est surtout des projections de concepts. C'est-à-dire qu'on se projette dans quelque chose qui hypothétiquement un jour pourrait fonctionner. Vous le savez aussi bien, voire mieux que moi, dans le but d'obtenir des fonds, bien sûr. Mais la réalité, c'est que la robotique sociale, c'est un domaine de recherche et de développement qui est extrêmement compliqué, qui demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, et qui pour produire parfois des résultats qui sont disons-le, hein, très 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 aléatoires. La réalité du marché, pour le dire très clairement, c'est beaucoup d'initiatives et aussi beaucoup de faillites. Oui, mais cela dit, c'est un peu le propre du marché sur le numérique et sur l'innovation en général. J'imagine qu'on est quand même sur une temporalité qui est un tout petit peu plus courte que l'ordinateur quantique, comme on en a parlé avec Olivier Zrati il y a quelques épisodes. Néanmoins, les exemples que tu utilisais, notamment, je ne sais pas si on prend le robot social, donc dans l'univers de la santé, par exemple. On sait qu'il y a eu, avec Aldébaran revendu à SoftBank, Nao, Pepper, etc. Est-ce que ça y est, c'est diffusé, ça, et c'est ancré, quand bien même il y aurait que quelques hôpitaux ou cliniques qui l'utiliseraient, ou des EHPAD, ou c'était vraiment que de l'essai-erreur jusque-là? Là aussi, j'ai du mal. C'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de robots sociaux dans tout un tas d'institutions médicales au sens large, qui sont souvent en mode test. C'est-à-dire qu'on fait des études, on voit l'intérêt qu'ils peuvent avoir. C'est notamment le cas d'un des plus célèbres, le robot phoque Paro. C'est un petit bébé phoque, un blanchon. Et lui, on a une littérature assez abondante sur lui, sur Paro. Parce que on le retrouve un peu partout, et pas qu'au Japon, parce qu'on pense très souvent aussi, quand on pense robot, on pense très souvent au Japon. Mais moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de le voir à l'hôpital Broca à Paris. Il était testé. Alors, je le dis tout de suite pour être aussi concret que possible. Il est testé dans des protocoles qui visent à essayer de resocialiser des personnes qui sont éloignées de la socialisation. Alors, dans le cas de l'hôpital Broca, c'était pour des personnes qui étaient très âgées et qui avaient parfois qui étaient atteintes de maladies neurodégénératives, ou sans être nécessairement atteintes de maladies, qui sont tout simplement éloignées de la plus de famille, voilà, qui soit n'ont pas de famille ou voient peu leur famille, et qui n'ont malheureusement pas l'occasion d'interagir socialement comme elles le voudraient. Donc ça, c'est un cas d'usage typique d'un robot social. Paro, il est aussi utilisé, pas Paro, le robot t'as cité Aldébaran, Nao, Pepper, maintenant qui est SoftBank, ils sont parfois utilisés aussi dans des protocoles d'accompagnement des enfants qui présentent un trouble du spectre autistique. Ah oui, d'ailleurs c'est l'occasion pour nous de saluer Sophie Saka pour la deuxième fois depuis le début de Trench Tech, qu'on aime beaucoup, qui est nantaise en plus. Que je salue aussi, parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer et elle m'avait accordé un super entretien. Ah, top. Alors Julien, moi j'ai une question pour toi sur quelque chose qui revient à chaque fois qu'on parle de robots. Ça semble le truc complètement incontournable. On a l'impression que c'est les 10 commandements des robots, c'est les lois d'Asimov. Et dès qu'on parle de robots, dès qu'on parle d'IA, dès qu'on parle d'entité autonome qui a en lien avec une machine, on nous rabat les oreilles avec les lois d'Asimov. Alors qu'en est-il vraiment? Est-ce que c'est si intéressant que ça? Est-ce que c'est si incontournable? Est-ce que dans 100 ans, on nous parlera encore des lois d'Asimov? On peut peut-être les rappeler déjà, parce que... En fait, il y a 3 lois d'Asimov, et que ça a été monté en 1942, et qui dit qu'un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet humain exposé au danger. La deuxième, c'est un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si
de tels ordres rentrent en contradiction avec la première loi et un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection ne rentre pas en contradiction avec les 2 premières lois. Alors Julien ? Alors ouais, c'est ça, en effet. Alors, il en a rajouté une 4e à la fin, quelques années, enfin, je sais plus exactement quand, mais pour essayer d'englober l'humanité et non pas uniquement une figure individuelle humaine dans ces lois, mais voilà, c'est exactement ça. Alors, là, oui, en effet, elles reviennent tout le temps et en fait, bon, comment il s'appelle, Asimov, il a quand même passé l'ensemble de sa carrière d'écrivain sur le cycle des robots à démontrer que c'était difficile de les mettre en application, quoi, et qu'elles rentrent en permanence en conflit entre elles. Ces 3 règles. Bon, ça rattache cette question à ce qu'on peut appeler l'éthique déontologique, c'est-à-dire ce sont des grandes règles que le robot se doit de respecter. Sauf que bon, c'est pas inintéressant. Il y a plein d'informaticiens, de spécialistes d'intelligence artificielle qui se sont évertués à essayer de créer des algorithmes qui permettraient de gérer les conflits de normes et d'explorer un petit peu ce que tout ça pourrait donner. Mais bon, moi, ce que je veux surtout dire quand on m'interroge sur cette question, c'est que l'éthique, ça se réduit bien entendu pas à ça, et que au-delà de la question des algorithmes, au-delà de la question des règles qu'on peut implémenter dans les robots, il y a vraiment beaucoup d'autres questions qui se posent. Et pour reprendre l'exemple de Paro, qui revient très souvent, ouais. Je tire cet exemple d'une thèse d'un anthropologue qui s'appelle James Wright, qui a bossé dans une maison de retraite au Japon qui s'appelait Sakura. Et il avait remarqué une chose avec Paro, c'est que si le petit Blanchon, la mécatronique, avait permis en effet à des personnes de se socialiser ou de se resocialiser, du fait déjà des interactions qu'elles pouvaient avoir avec le robot lui-même, mais aussi des interactions qu'elles pouvaient avoir entre elles à propos du robot. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, de très intéressant, qu'on appelle l'agentivité des objets, c'est-à-dire que les objets provoquent des effets bien au-delà de leur seule capacité individuelle, entre guillemets, d'agir ou de leur seule utilisation. Donc, il y avait eu ces effets de socialisation, mais il y avait aussi eu, dans un cas, un effet de désocialisation, c'est-à-dire qu'une des pensionnaires de la maison de retraite, elle s'était repliée sur elle-même avec Paro. Et en fait, ça, donc, on introduit ici une médiation robotique qui vient considérablement perturber un fonctionnement. Très concrètement, ça se traduisait, par exemple, il y avait pas mal de personnel soignant qui devait aller la chercher dans sa chambre pour la faire venir dans les espaces communs, notamment pour manger. Il fallait apprendre à gérer le Paro pour que ça soit pas elle qui l'ait tout le temps. Ça demandait énormément ça pouvait demander parfois beaucoup de temps. Et donc là, typiquement, on voit que là, c'est pas une question de règles déontologiques impliquées dans le robot. Non, c'est une question d'impact écosystémique, socio-technique que l'artefact va avoir dans un environnement qui lui préexiste et qui est a priori pas forcément fait pour l'accueillir. Et donc penser le soin, juste je termine là-dessus, ça soulève une autre question. Donc il y a la question du soin des patients qu'on va adresser à travers l'artefact, mais on oublie aussi souvent la question du soin des soignants eux-mêmes. Est-ce que l'objet en question va pas avoir un impact négatif sur les soignants ? Ça, c'est aussi une question. Ouais, c'est aussi une question à prendre en compte. Alors, tu parles de la question des externalités. On a une tradition dans Trench Tech qui est que notre précédent invité pose une question à notre invité du jour. Donc toi, aujourd'hui, tu as une question de quelqu'un que tu connais en plus personnellement par ailleurs, qui est Irénée Regnault, du coup. Je t'envoie sa question tout de suite. Et tu vas voir qu'effectivement, elle nous détourne un petit peu du sujet direct, mais c'est intéressant. Salut Julien, s'interroger sur la socialité de la robotique ou la robotique sociale, est-ce que c'est pas aussi évacuer d'autres questions beaucoup plus urgentes sur le coût environnemental des robots? Alors Julien, bonne chance. Là, si vous aviez l'image comme nous, vous verriez le visage de Julien, pas totalement décomposé, mais avec un grand sourire quand même. Sympa Irénée, merci. Alors, est-ce que la question de la socialité des robots, c'est pas une façon d'évacuer la question du coût environnemental ? Bon, dans mon cas, non, parce que moi, je me suis intéressé philosophiquement à la question de la socialité et de savoir ce que ça pouvait bien vouloir dire. Après, sur le marché, chez les acteurs, chez les fabricants de robots sociaux, je pense pas qu'on puisse dire que cette question elle soit évoquée à dessein pour qu'on fasse vraiment
oublier le coût environnemental de la robotique. J'ai déjà entendu dire sur le terrain que des acteurs qui jugeaient que leur entreprise robotique, que leur initiative, que ce qu'ils voulaient mettre en place avec leur projet était tellement important que par contre ça rendait le coût environnemental acceptable. Ça, je l'ai déjà entendu. Ah oui. Quand tu sais que les robots sociaux, on peut le dire assez clairement, ne servent en réalité quand même pas à grand chose. Hein. Leur intérêt, j'espère qu'on pourra en reparler, leur intérêt ne se situe pas vraiment dans l'usage qu'on peut en avoir, mais plutôt dans les relations et la question aussi morale qu'on va aborder. Mais quand tu sais que voilà, d'un point de vue vraiment très concret et très utilitaire, ça sert pas à grand chose, l'affirmation m'était apparue un petit peu c'est un peu violent quand même. Un petit peu violente, ouais, voilà. Et bon, au-delà de ce cas de figure là, en réalité les robots ils sont là aussi potentiellement, enfin on n'en a pas encore parlé, mais toute la question des émotions qu'ils suscitent, toute la question des attachements qu'ils suscitent, ce qu'on pourrait appeler un peu les affordances émotionnelles des robots. Faut pas oublier qu'au niveau de leur design, ils sont faits pour qu'on s'attache à eux. Ils sont faits pour qu'on prenne soin d'eux. Ils sont vraiment là pour qu'on les aime, pour qu'on les chouchoute. Ça, il y a une autrice qui analyse ça très bien, c'est Sherry Turkle. Il peut y avoir énormément d'intérêts privés, pas toujours très louables, qui se cachent derrière ces affordances-là, derrière ces questions émotionnelles. Bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais toute la question des données, tu seras beaucoup plus enclin à donner à livrer tout un tas d'informations à ton robot si tu l'aimes beaucoup. Il y a plein de questions à prendre en compte à ce niveau-là, mais c'est pas spécifiquement au niveau de la question environnementale. Merci Julien pour ton éclairage sur cette première partie, et on va retrouver notre chronique Patch Tech avec Fabienne Bia. Le Patch Tech. Fabienne, aujourd'hui tu vas revenir sur le numérique qui chamboule quelque peu notre rapport au travail. À l'heure du tout numérique, lorsque nous nous exposons sur nos écrans, quelle frontière fait-on entre vie privée et vie publique ? Avec la révolution numérique, nos vies professionnelles, nos vies tout court se sont métamorphosées. Désormais, on travaille de chez soi, durant les trajets, en espace de coworking et même en vacances. Notre perception des notions de vie publique et de vie privée est embarquée par notre exposition croissante sur le web. Nous passons en moyenne près de 5 heures chaque jour devant nos écrans, et à 8 heures par jour, c'est de l'hyperconnexion. Les frontières nettes autrefois s'estompent. Avec les différents réseaux sociaux, ces limites sont devenues floues et poreuses. C'est le concept du blurred lines. Tout blur signifie brouillé, effacé. Inéluctablement, on se remémore la situation récente de la crise sanitaire qui a accru les usages numériques. 65% des Français déclarent avoir utilisé davantage Internet pendant le confinement. Effectivement, d'ailleurs, le numérique a été perçu par près de 7 Français sur 10 comme un soutien pour maintenir l'économie et le lien social. Cette hausse du recours au digital durant la pandémie s'accompagne d'une augmentation de la confiance portée par les Français envers le numérique, soit plus 5 points par rapport à 2019. Par l'échange abondant de contenu, par notre manière de naviguer sur Internet, nous livrons tant d'éléments qui renseignent sur nos vies privées. Pour avoir une petite idée de cette ampleur, je vous invite à télécharger une copie de l'archive des données récoltées par Google, où l'on trouve plusieurs gigaoctets de ce que nous pensions avoir effacé ou englouti. Cette augmentation de l'usage d'Internet, accompagnée d'un excès de confiance dans le numérique, pousse à nous maintenir de plus en plus connectés. Fait exceptionnel, notre législation a anticipé la régulation à mettre en place. En effet, cocorico, la France a été le premier pays au monde à intégrer depuis janvier 2017 le droit à la déconnexion. Toutes les entreprises sont concernées, c'est très honorable, et dans les faits, peu suivi, à en croire le sondage IFOP en 2017, dans lequel 78% des cadres répondaient qu'ils consultaient leurs mails et SMS professionnels pendant leur temps libre. Or, nous ne sommes pas tous égaux. C'est un sujet qui nous impacte différemment, car certains d'entre nous ont plus de difficultés à établir des limites dans leur connectivité pour différentes raisons, comme le perfectionnisme ou le manque de confiance en soi, par exemple. Cette présence addictive donne l'illusion d'un contrôle illustré par le syndrome du FOMO, Fear of Missing Out. Une anxiété caractérisée par la peur de manquer une information ou autre événement sur les réseaux.
Une étude de Andrew Purzybilski montre que le FOMO se produit fréquemment chez les personnes qui développent des besoins psychologiques insatisfaits. Ce syndrome a d'ailleurs été décrit dans une précédente chronique de la Philothèque. Et quid du principe marketing de l'employee advocacy qui invite les entreprises à engager toujours plus les collaborateurs? Cette démarche initiée par les entreprises est en effet une stratégie marketing dont le but est de transformer les salariés en ambassadeurs de l'entreprise. Alors non, je ne vais pas vous infliger comment élaborer un programme d'employé advocacy en 7 étapes. En revanche, je vais vous fournir un chiffre. Les ambassadeurs d'entreprise peuvent booster jusqu'à 45% les ventes par le social selling. Cette pratique doit être accompagnée. Avec la crise sanitaire, la mise en place du télétravail, la disponibilité permanente des collaborateurs ont pu menacer son équilibre personnel, voire détériorer la qualité de son travail, favoriser le stress, provoquer une baisse de motivation et de concentration. Ce droit à la déconnexion implique, avant tout, une obligation de le négocier et la mise en place d'une charte le respectant. Mais alors, que mettons-nous en place pour notre propre régulation ? Du réveil jusqu'au coucher, il n'y a pas de limitation à l'absorption, dès lors que nous nous rendons sur les écrans. Alors qui applique une discipline de consultation sur le web? Des horaires pour lire ses mails, pour s'informer, pour faire ses recherches ou pour jouer ou se détendre. Alors, on peut adopter cette routine, noter nos activités digitales et le temps passé pour chacune, pour conscientiser ce que l'on fait. C'est une façon de sortir de l'immédiateté et de prendre du recul, de réguler sa dépendance. Au-delà de la frontière vie digitale, vie physique, c'est la dopamine, définie comme l'hormone du plaisir et de la récompense, qui joue un rôle dans la motivation, la satisfaction et le renforcement des habitudes. Un ancien vice-président de Facebook, Shamat Palihapitiya, déclarait opportunément « Ce que nous voulons, c'est comprendre comment vous manipuler le plus rapidement possible pour ensuite vous gratifier en retour d'une bouffée de dopamine. » Pour conclure, cette anecdote narrée par Rob Sullivan, le fondateur de Profecia. Pendant des siècles, les moines et les communautés religieuses ont pratiqué la désintoxication à la dopamine. L'activation de cette dopamine n'est donc pas récente, mais ces leviers prennent différentes formes à travers les siècles. French Tech, esprit critique pour tech éthique. C'était bon ce patch tech, merci Fabienne. Alors revenons à nos moutons, ou plutôt à nos robots avec Julien. Cette fois Julien, on va s'interroger sur le statut moral qu'il va falloir donner aux robots, et notamment beaucoup de séries nous renvoient à ça. On avait Real Humans en intro qui nous renvoyait à cette question-là. Et puis je voyais, il y a quelques petites années seulement, certaines personnes à la Commission européenne sont allées jusqu'à pousser l'idée de créer un nouveau statut de personne électronique pour les robots. Donc on leur donnerait un vrai statut juridique, en plus du statut de personne physique, de personne morale. On donnerait un vrai statut pour arriver à régir finalement les conséquences de ce qui se passe par ces robots qui peuvent interagir par eux-mêmes. Alors finalement, cette idée, elle a fait l'objet d'une véritable fronde, elle n'est pas passée à la Commission européenne, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il faut donner un véritable statut juridique aux personnes électroniques, comme c'était envisagé? Ouais, alors moi, contrairement à certains frondeurs et frondeuses là que t'as mentionné, je pense notamment par exemple à la juriste Nathalie Neuvégence, qui a réalisé un travail absolument titanesque sur cette question du droit appliqué à la robotique civile. Moi, je suis pas spécialiste du sujet juridique, mais j'ai quand même un avis qui vaut ce qu'il vaut et sur cette question-là. Et derrière son caractère farfelu, apparemment farfelu, en tout cas, la question d'une personnalité juridique pour les robots, en fait, ça pointe des problèmes ontologiques, épistémologiques, des problèmes éthiques et des problèmes juridiques très intéressants. Et il faudrait d'ailleurs, en réalité, une émission entière, je pense, pour les aborder. On l'aura, c'est sûr. Et encore. Mais bon, personnellement, moi, je suis assez farouchement opposé à l'attribution d'une personnalité juridique aux robots. Et là-dessus, mon point de vue, il est peut-être un peu naïvement, mais en tout cas très résolument biocentré. Selon moi, c'est le vivant et les écosystèmes qui participent de son épanouissement, au vivant, j'entends, qui doivent faire l'objet d'une personnalisation. Alors je dis écosystème là, moi j'aurais vraiment tendance à placer même la question, tu vois, sur le terrain du soin, en disant que c'est la vulnérabilité et c'est la capacité à recevoir du soin, c'est-à-dire à réagir activement au soin, tu vois, à dicter, qui doit dicter l'attribution d'une personnalité. Ce qu'au final, ce que tu reposes comme concept, et je sais pas si j'analyse bien le truc, mais c'est globalement, tu remets le robot comme sa chose mécanique et l'humain comme un être conscient
et est capable de réfléchir par lui-même. Et donc, il n'y a pas de mélange des genres, et donc chaque genre doit rester dans son côté. Et quand on parle d'humanoïde ou qu'on essaye de humaniser de plus en plus le robot, dans ta version des choses, c'est un robot est une chose mécanique et l'humain est une chose organique, entre guillemets, quoi. Ouais, à cet égard-là, j'aurais tendance à faire des dichotomies. J'en fais pas partout. Là où il peut y avoir mélange des gens, en revanche, et on aura l'occasion d'en parler, c'est peut-être plutôt sur ce que le robot nous fait à nous. C'est que c'est là-dessus qu'il va y avoir des choses intéressantes à analyser. Mais pour autant, j'estime absolument pas que ça doive déboucher sur une personnalité. Après, il y a une autre question sur le droit des robots, enfin sur ce question de la personnalité des robots qui est intéressante, c'est de se poser, c'est de faire un peu de méta-analyse, c'est de savoir à qui sert l'idée d'un droit des robots, à qui ça sert, voilà. Et alors moi à ce niveau-là, je serais assez d'accord avec le travail qu'a fait un collègue à Sciences Po qui est à Sciences Po, qui s'appelle Charles Corval. Lui, il dit que il y a au moins 3 grandes réponses à cette question: à qui sert l'idée d'un droit des robots? Et il dit que il y a un point de vue sociologique, c'est un thème qui est médiatiquement utile pour obtenir de la visibilité. C'est très vrai. Ça, l'expérience l'a prouvé. Il y a un deuxième point, c'est un point économique. C'est très intéressant parce que ça peut déboucher sur une forme de déresponsabilisation des fabricants. Et ça, j'ose à peine imaginer ce que ça pourrait entraîner. Et le troisième point, c'est un point de vue un peu plus politique, où la question permet à certains acteurs d'être reconnus comme experts du sujet. Parce qu'en effet, même si ça peut paraître absurde, il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup d'analyses à faire. C'est pas très loin de la question qui s'est d'ores et déjà posée avec les voitures autonomes et sur la responsabilité en cas d'accident. Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est quand même le conducteur, etc. C'est pas très éloigné, je crois. Une question qui se fait jour aussi, c'est que l'histoire a quand même eu plutôt tendance à nous montrer que on était relativement, disons, hostile à l'autre, l'étranger, l'alien. Or, ce robot, finalement, c'est un autre qui déboule dans notre environnement. Qu'est-ce qui ferait qu'on serait plus enclin à l'accepter, à l'adopter, que l'autre humain, avec lequel on a plutôt tendance à avoir envie de faire la guerre, quoi? Je me permettrais juste de nuancer un petit peu, c'est-à-dire que oui, en effet, l'histoire a prouvé qu'on est capable des pires atrocités entre nous, mais on est aussi capable de ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça que l'altérité, c'est une notion qui est profondément ambiguë. C'est l'expérience de l'altérité, c'est quelque chose qui est profondément ambigu. On aimerait bien parfois, en effet, réduire l'autre au même. Ça, c'est une façon de parler comme le philosophe Emmanuel Levinas. On aimerait bien réduire l'autre au même. On aimerait bien pouvoir complètement s'assimiler l'autre et le dominer. Et en même temps, on a aussi beaucoup de contre-exemples, fort heureusement. Après, sur ta question plus précise des robots, là, c'est presque une question de design. Au niveau de la conception, même, tout est fait pour que ces robots soient aimables au sens premier du terme, pour qu'on les aime, que ce soit leur apparence, que ce soit ce qu'ils demandent qu'on fasse pour eux. Là aussi, Sherry Turkle, elle analyse ça très bien. Hein. Les robots, ils sont demandeurs de soins, elle utilise le mot bichonner, ils sont faits pour qu'on les bichonne. Et en fait, ceux dont on prend soin, on est un petit peu programmé pour l'aimer. Ouais. Et voilà. Ça rappelle Le Petit Prince, ça encore, on en parlait il n'y a pas si longtemps. mais justement, à contrario, alors merci d'avoir apporté de la nuance à ma question qui était forcément un peu provoque et c'était pour aller te chercher là-dessus, mais à contrario, des robots un peu trop humains, on s'en méfie aussi, on se rapproche potentiellement de ce que certains appellent la vallée de l'étrange. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? La vallée de l'étrange, c'est joli. La vallée de l'étrange, la vallée de l'inquiétante étrangeté, the uncanny valley en anglais. Voilà, la traduction, c'est pas toujours la même. Mais ouais, la vallée de l'étrange, c'est une théorie qui, à ma connaissance, n'a jamais été validée scientifiquement, plutôt empiriquement, formulée dans les années 70 par un roboticien qui s'appelle Masahiro Mori, un roboticien japonais, et qui expliquait en substance la chose suivante. Il disait donc un robot, plus un robot va avoir une apparence humaine, plus il va être facile, agréable, acceptable d'interagir avec lui, mais ce uniquement jusqu'à un certain point de ressemblance. Au bout passer ce cap en fait de ressemblance,
l'interaction avec le robot, elle va devenir extrêmement dérangeante, elle va devenir extrêmement gênante. On va avoir l'impression d'interagir avec un zombie ou quelque chose d'assez rebutant. Mais il faut bien voir que cette théorie-là, elle s'ancre notamment dans des limitations d'ordre technique. C'est pas parce que dans l'absolu ça ressemble trop à un humain. C'est parce que ça ressemble mal à un humain. C'est-à-dire que tu vois, en fait, l'exemple typique là-dessus, mais c'est aussi soumis à variation culturelle. Hein. La réception, elle est pas identique en fonction des cultures. Mais tu prends l'exemple des géminoïdes, qui sont ces robots produits par le roboticien japonais Ishiguro. En gros, c'est des pantins mécaniques qui se veulent être des copies conformes de leur modèle. Alors lui, il a fait le sien. Il utilise une sorte enfin, ça ressemble à de la peau. Enfin, tout est hyper réaliste. Tout est assez réaliste, mais le seul problème, c'est que c'est pas suffisamment réaliste et on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un cadavre, d'avoir affaire à quelque chose d'inanimé, alors que précisément la robotique fonctionne en grande partie sur la base de l'animation. Et ça, c'est assez dérangeant. Mais alors, du coup, Julien, d'un point de vue moral, est-ce qu'on va effectivement, à un moment donné, se retrouver à parler aux robots et à considérer les robots comme nos alter-ego, comme c'était le cas dans l'extrait de Real Humans qu'on a entendu en intro ? Ouais, alors ça, voilà, là on est sur la question du statut moral. Tu utilises le terme d'alter ego. La question est de savoir. Alors moi, à titre personnel, je les pense pas de cette façon. Je considère pas que les robots soient nos alter ego, mais cette question-là, elle fait appel à quelque chose une question plus générale, qui est celle en effet de quel statut moral il faudrait ou on pourrait en attribuer aux robots. Et en fait, en Occident, comment on fonctionne ? Il faut revenir un petit peu à la tambouille morale, presque philosophique et morale là-dessus. Comment on attribue des statuts moraux ? Comment on fonctionne en Occident ? En théorie, en tout cas, parce que je vais montrer qu'en pratique, c'est parfois un petit peu différent. Mais en théorie, on fonctionne. On attribue une valeur morale aux entités, quelles qu'elles soient, hein, vivants ou non d'ailleurs, mais la plupart du temps, oui, sont vivants. On les attribue sur la base de critères ontologiques, c'est-à-dire sur des critères qui constituent tout ou partie de la spécificité des êtres en question. Voilà. Donc ça peut, pendant très longtemps, la communauté morale, elle s'est réduite aux hommes, aux humains, et encore à certains humains. Pensons aux Grecs avec les esclaves, tu vois. Donc voilà, c'est pour citer que cet exemple-là. Donc il y a eu le critère de logos et de raison. Puis après, il y a d'autres critères qui ont émergé. On pourrait en évoquer beaucoup, l'intelligence, la sensibilité, le fait d'être vivant. Et en fonction des critères retenus, on peut imaginer au moins 3 grands statuts moraux. C'est pas uniquement pour les robots, hein. C'est pour tous les êtres. Mais du coup, moi, je me suis entre guillemets amusé à essayer de penser ces statuts par rapport aux robots. Le premier, c'est le statut. Le premier, c'est le statut instrumental. C'est un statut amoral en fait. Et donc, si on pense au robot, le robot dans ce cas-là, ça n'est qu'un instrument. Et il y a rien à en dire du point de vue moral. Il est extérieur à la sphère morale. Donc pour nos robots aspirateurs, etc., ça ira très bien. C'est sa fonction sociale. C'est ça. Et encore, ça c'est le premier statut. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup de gens s'attachent à leur robot aspirateur et qui sont tout à fait capables de le considérer comme un membre de la famille. Oui, mais il y en a qui s'attachaient à leur voiture autrefois et ils considéraient comme. Donc c'est quelque chose qui est consubstantiel de l'être humain que de s'attacher à l'objet finalement. Exactement. C'est l'anthropomorphisme. Pas un robot. Donc d'accord, amoral. Ça, oui, pardon, statut amoral. Après, il y a le statut de ce qu'on appelle le patient moral. Un patient moral, c'est un être, une entité qui est valorisée moralement du fait de sa sensibilité, parce qu'il a un point de vue sur le monde et qu'il est potentiellement capable de souffrir, qu'il est vulnérable, qu'il est donc d'une certaine façon exposé à l'action de ceux qu'on appelle les agents. On entend parfois aussi le mot de sentience là-dessus, les êtres sentients qui sont pas forcément conscients, mais qui ont la capacité de vivre des expériences en première personne et de souffrir. Donc pour bien comprendre, là aujourd'hui, c'est plutôt les animaux, la nature, En général, on range plutôt en effet les animaux dans la catégorie des patients moraux, en effet. Okay. Donc là, on peut s'amuser. Dans la littérature, il y a plein d'auteurs qui, dans une optique assez anticipatoire, s'amusent à voir dans quelle mesure les critères qui correspondent à la patientalité morale, au fait d'être patient moral, peuvent être appliqués aux robots. Donc l'intelligence, le fait d'avoir des désirs ou d'avoir des intérêts, le fait d'avoir une sentience, une sensibilité, une vulnérabilité. Ça peut paraître absurde, mais quand on lit les papiers, on voit que il y a un exercice intellectuel qui est fait derrière tout ça. Moi, je trouve ça assez peu convaincant, mais par contre, ça fait avancer la réflexion. Et le dernier, le troisième statut, et le troisième statut, c'est celui d'agent moral.
C'est une entité qui elle, est moralement valorisée parce qu'elle possède ce qu'on peut appeler une conscience morale, donc qu'elle est capable d'agir librement, donc intentionnellement, et de façon responsable. Ça, c'est généralement l'humain. Mais bon, moi, c'est hyper intéressant d'avoir cette gradation, cette distinction là en tête. Et je profite de cette transition pour te présenter quelqu'un de considérablement humain, à tel point qu'il nous présente systématiquement des moments d'égarement. C'est le temps de retrouver Laurent Guérin. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Hey, mais on s'est pas encore eu en 2023, Laurent. Bon, on est un peu en février, mais c'est pas trop tard, ça me fait plaisir de te voir. Bonne année, Laurent! Il était temps, Mick, que janvier fit place à février. Janvier est de loin le mois le plus saumâtre, le plus grumeleux, le moins pétillant de l'année. Ainsi commençait la célèbre chronique radiophonique Bonne année mon cul de Pierre Desproges, l'un des maîtres humoristes du XXe siècle. Il continuait en dressant une liste des faits d'actualité notoires s'étant produits au cours du mois de janvier 1986, les éclaboussant de traits d'esprit et d'humour noir que les moins jeunes d'entre vous auront peut-être retrouvé dans un livre délicieux intitulé Chronique de la haine ordinaire. Bonne année mon cul se concluait avec une lapalissade osée: si les hommes font moins de conneries en février, c'est parce qu'ils n'ont que 28 jours. En ce début d'année 2023, et en hommage à ce bon vieux Pierre disparu trop tôt, j'ai entrepris de dresser une liste de quelques conneries que les hommes ont fait dans le Web 3, non pas au mois de janvier, mais tout au long de l'année précédente. Voici donc un florilège pour 2022. Oh, je sens que ça va être savoureux. Le 1er janvier, le Bitcoin vaut 47 000 $ après avoir atteint un maximum de 64 000 $ mi-novembre. L'année s'avérera catastrophique pour la crypto-monnaie qui finira par se saouler au champ-pommier le 31 décembre à 16 000 $, affichant une chute de moins 66% sur 12 mois. Le 2 janvier, l'acteur américain Matt Damon s'éteint. Non, c'est pas vrai. Mais signe néanmoins l'acte de décès de sa carrière à Hollywood en apparaissant dans une publicité affligeante et dénuée de toute créativité pour le site crypto.com. Le monde entier se fout de sa gueule, au moins jusqu'à fin mars. Et oui, car ensuite, c'est Will Smith qui se ridiculise et reprend le bâton merdeux des stars déchues. Le 3 janvier, Samsung annonce que ses futurs téléviseurs incluront une place de marché pour les NFT. Bernard Marty, ingénieur octogénaire, contre-attaque. Son invention, le Minitel, intégrera le métavers. Le 13 février, Coinbase diffuse une pub accablante lors du Super Bowl dans laquelle un QR code saute dans tous les coins. Mais puisque ça ne tue pas, les Américains, qui savent y faire en ridicule, se précipitent sur le site qui saute à son tour. Le 23 mars, le jeu blockchain le plus populaire, Axie Infinity, qui fait aussi de la finance décentralisée, se fait pirater, butin 625 millions de $. Vous vous souvenez les gars, quand on piratait des jeux, on faisait juste des copies, on était vraiment des petits joueurs. Hein. Le 13 avril, le millionnaire qui a acheté le NFT du premier tweet de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, pour 2,9 millions de $, a des ennuis. Il ne trouve pas d'acheteur pour son bien. Il en voulait, faut dire, plus de 25 millions, hein, et il a une offre à 300 $. Voilà, il y en a qui ont des gros problèmes quand même. Le 20 avril, Binance, la plus grande plateforme d'échange crypto, se paye un icône spécifique sur Twitter quand on tape son nom. Le problème, ça ressemble à une croix gammée. Et pour ne rien arranger, le 20 avril est le jour de naissance d'Hitler. Il y en a qui ont séché les cours d'histoire. Le 27 avril, des pirates fabriquent des faux NFT Louis Vuitton. Après, qui volent un œuf, volent un bœuf, voici qui contrefait un sac à main, contrefait un NFT. Le 2 mai, le Vatican annonce qu'il créera bientôt une galerie NFT pour, entre guillemets, démocratiser l'art. En France, je pense qu'on va avoir un problème de cible. Hein. La fréquentation des églises en 25 ans a presque autant chuté que le Bitcoin et les jeunes s'en battent les steaks. Ah bah si même le Vatican s'y met, j'attends avec impatience la suite de l'année. Bah oui, tu vas pas être déçu. Le 11 mai est à marquer d'une pierre blanche. L'écosystème Terra Luna s'effondre. Les investisseurs, dont votre serviteur, prennent 60 milliards de $ dans les dents. Jules Verne voyait le trajet Terre-Lune en 97 heures. Il en aura fallu seulement 72 à la crypto Luna pour passer de la Lune au niveau zéro de la Terre. Le 13 juin, c'est Celsius, une plateforme de prêt crypto qui plante ses clients pour plus d'1 milliard de $. L'entreprise se mettra en faillite en juillet. Celsius, c'est chaud. En juillet toujours, c'est Three Arrows Capital et Voyager Digital qui passent leurs vacances ensemble au camping Les Cigales, là où séjournent ceux qui ont fumé toutes leurs économies et celles des autres aussi, d'ailleurs. Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, pleurez maintenant. Le 31 août, Snapchat vire l'équipe qui travaille sur les futurs projets Web3. L'action Snap a perdu 85% de sa valeur sur 12 mois. Ils vont quand même pas trop penser au futur, hein. Le 12 septembre, Starbucks lance des NFT dans son programme de fidélité. À Minneapolis, un employé écrit mon prénom, L-O-R-E-N, Lorraine. C'est beau, la technologie.
Le 11 octobre, CNN ferme sa boutique de NFT. La chaîne vendait en effet des segments de vidéos d'actualité sous forme de NFT, un produit qu'on devait sans aucun doute à Bob du marketing qui a voulu reproduire le succès des clips NFT Top Shot de la NBA sans faire une étude de marché. À quoi bon après tout ? Le 21 octobre, Warner Bros invente le Movieverse dans lequel tu peux acheter des NFT pour visionner Le Seigneur des Anneaux sur ton laptop et accéder à des scènes coupées. 1996 a téléphoné, elle nous informe que ça s'appelait un DVD. Le 11 novembre, après un suspense digne de la série télévisée Dallas, mais s'étalant sur 3 jours au lieu de 15 ans, la plateforme crypto FTX se met en faillite. Son PDG philanthrope s'avère être un bandit fallacieux. Et enfin, un autre bienfaiteur de l'humanité, Donald Trump, sort le 15 décembre une collection hideuse de NFT dont les mécanismes sentent l'arnaque à plein nez. Et on n'est pas étonné. Eh ben 2022 était un sacré millésime pour le Web3. 2022 est terminé. Vive 2023. Bonne année Laurent! Allez, sonnez de trompettes et clairons pour réjouir les compagnons et que 2023 soit une meilleure année pour le Web3. Les mois passés sont confus, ils sont perdus et j'espère qu'on ne pourra plus jamais dire bonne année mon cul. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh bien, encore un moment d'égarement savoureux de la part de Laurent. J'espère qu'on le retrouvera très bientôt néanmoins. On a vu dans cet épisode que nous avions quand même énormément de questions à nous poser. Ce rapport avec la machine, le robot social, ses substituts. D'ailleurs, on reviendra sur ce terme peut-être tout à l'heure avec Julien. Ça questionne notre rapport à l'objet par rapport au vivant. Ça questionne notre rapport finalement à nos semblables. C'est la fameuse altérité. Et quelque part, est-ce que ça pose pas la question de notre rapport à soi, à nous-mêmes en tout cas ? Donc Julien, peut-être une première question pour redémarrer. Ce robot qui serait un autre finalement, est-ce qu'il n'est pas plutôt un peu nous-mêmes ? Alors, il est, en tout cas, il renvoie à nous-mêmes. Et il nous renvoie à nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est, je pense que on peut, c'est un peu le cœur de ma thèse, c'est le cœur de mon travail, c'est d'expliquer et en fait, c'est la troisième réponse que j'ai pas donnée tout à l'heure à la toute première question, parce que je suis trop lent. C'est la question de un robot est social. La troisième grande réponse, il est social parce qu'il manifeste une forme d'altérité. Il manifeste une forme d'altérité. Et le social, je pense que on pourra me l'accorder, c'est quand même aussi le fait d'être en lien avec l'autre. Voilà, l'homme est un animal social, donc forcément, c'est le vivre ensemble, c'est le fondement même de la politique, quoi. Voilà. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit l'autre, mais lequel ? Animal social, contact avec l'autre, le robot, c'est pas un autre, aussi, pas un autre autrui, c'est pas un autre humain, c'est pas un autre animal, c'est un autre d'un type très particulier. Et qui a été construit par un humain, pardon de t'interrompre, mais pour pousser la réflexion jusqu'au bout, c'est conçu par un humain, c'est programmé par un humain, et ça s'appuie sur la modélisation des comportements humains. Donc quelque part, c'est un petit peu l'humain quand même, non ? Alors, ça peut s'appuyer sur la modélisation des comportements humains, pas que, des comportements animaux aussi. Paro, c'est un exemple. On peut parler d'Aibo aussi. Mais donc, en tout cas, par contre, oui, la modélisation de comportements du vivant. Très souvent, les robots sociaux ont cette caractéristique qu'ils imitent le vivant. Donc, ce que j'ai, moi, trouvé intéressant d'analyser dans cette réponse-là sur l'altérité et le fait qu'ils nous confrontent de l'altérité et que c'est ça qui participe en partie de leur socialité, c'est de voir que ils sont aussi, d'une certaine façon, des miroirs. Ouais. C'est qu'ils nous renvoient à nous-mêmes. C'est qu'ils nous renvoient à nous-mêmes dans le rapport que nous entretenons à l'altérité, à ce qui est, à ceux qui sont des autres, à comment on les conçoit, comment on les traite, comment on va nous se positionner par rapport à eux. Et là, une des questions typiques qu'on a beaucoup vu tourner dans les médias, par exemple, c'est puis-je insulter mon enceinte vocale. Alors là, Julien, là, tu parles à mon cœur. J'ai mon beau-frère qui a déployé Alexa partout dans sa maison pour allumer les lumières, pour mettre en route la musique, le wifi, tout ce que tu veux. Et moi, à chaque fois que j'arrive chez lui, qu'est-ce que je fais ? Après lui avoir dit bonjour quand même à mon beau-frère, j'insulte Alexa. C'est normal, il faut que je consulte. Il faut faire l'inverse. Et moi-même, non, pas mon beau-frère. Et moi-même, ça m'interroge. Pourquoi j'ai tellement envie d'insulter Alexa alors que je l'ai même pas en face de moi, tu vois ? Alors moi, je vais pas te faire une réponse de psychologue. Je vais essayer de te faire une réponse de philosophe. La question, la raison pour laquelle tu insultes Alexa, ça, je sais pas. Peut-être est-ce le vertige de la liberté. Peut-être que tu as envie de pousser la catharsis en sachant que il y aura pas trop de conséquences. Peut-être que ça dit de toi que tu
tu as une éthique qui n'est pas une éthique des vertus, c'est-à-dire que tu ne te concentres pas sur le fait qu'il ne faut jamais insulter, ou une éthique déontologique, dans le sens qu'il ne faut jamais insulter quoi que ce soit ou qui que ce soit parce que c'est pas bien, mais que c'est plus conséquentialiste parce que tu penses qu'insulter insulter l'enceinte n'aura pas vraiment beaucoup de conséquences, sauf si tu le fais devant un enfant. Comme quoi, c'est toujours compliqué en réalité les questions d'éthique. Mais bon, au-delà de ça, ça pose une question morale intéressante. Il y a pas mal d'universitaires qui défendent l'idée qu'il faudrait accorder alors soit une protection légale aux robots, soit se situer à un niveau purement éthique et purement moral sans forcément faire appel à une protection légale, mais qui disent qu'en gros c'est pas bien de par exemple de tabasser un robot ou de l'insulter, parce qu'en fait ils reprennent un argument kantien qui est très qui vient de Kant, qui est très célèbre, qui dit que quand tu fais preuve de violence envers un objet ou envers un animal, alors lui parlait de l'animal, ça veut dire que tu peux aussi le faire avec un humain. Ça veut dire que tu peux aussi le faire avec un humain. Ça, c'est un argument qu'on revient. Tu me fais flipper d'un seul coup. Mais j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impresration que tu sois du genre à insulter les autres humains aussi facilement que tu insultes. Il a essayé avec un portier de bar de nuit la dernière fois, mais ça a moins bien marché. Ouais. Non, je vous jure que non. Donc moi, j'y verrais plus en fait une forme de, au-delà de la question de est-ce que tu es capable de le faire avec l'humain ou pas. Moi, j'y vois plutôt une forme de bonne habitude à prendre. Et on se situerait plutôt de ce côté-là. Une éthique des vertus avec Aristote pour citer un grand nom de la philosophie. C'est plutôt ce qui est assez intéressant avec le fait de ne pas insulter ton robot social ou Alexa ou autre, c'est la question de l'habitude, de la bonne habitude à prendre. Il est vrai que socialement c'est plutôt valorisé de ne pas insulter les gens les choses. Et je rassure tous nos auditeurs, en général j'ai de très très bonnes habitudes. Cyril pourra en témoigner. Je peux en témoigner. Mick est très bien élevé. Et néanmoins cette galéjade, si j'ose dire, nous amène quand même à une question. Une galéjade. Ouais, tout à fait. Cette pomme tablade. Et dis donc, on a aujourd'hui un philosophe, Cyril se lâche quoi. Une galéjade. Bon, okay. Voilà, c'est ça. Je cherchais un autre mot désuet, mais désolé. Donc, ça nous amène à une question quand même qui est importante, c'est que ce rapport que l'on peut entretenir avec la machine, qui va s'ancrer durablement, parce que jusqu'à présent, la machine, globalement, c'était notre écran d'ordinateur ou notre smartphone. On voit qu'avec les assistants vocaux, ça change déjà un petit peu la relation. On n'est pas juste face à un écran et sur un clavier, on lui parle. Donc, c'est quelque chose qui se rapproche davantage des us et coutumes de l'espèce humaine, on va dire. Et donc, au fur et à mesure que ces interfaces homme-machine vont évoluer, nos relations vont également évoluer. Est-ce que ça va avoir, par voie de conséquence, un effet sur nos rapports aux autres humains, justement ? Là aussi, difficile de répondre de façon très tranchée à cette question. Moi, ça me fait penser à des thèses qui sont soutenues, par exemple, comme des gens comme Serge Tisseron, le psychiatre français, qui et d'autres aussi, comme même s'inscrit dans la même mouvance d'une certaine façon que Sherry Turkle, que j'ai déjà cité plusieurs fois, et qui en substance. Tu peux nous rappeler ce qu'il dit, Serge, justement. Serge Tisseron, en substance, ce qu'il dit, c'est que en fait, l'altérité à laquelle nous habituent les robots, c'est pas une vraie altérité. C'est-à-dire que ça n'a absolument pas, et il a raison, ça n'a absolument pas la complexité d'une altérité humaine ou d'une altérité animale. Il faut bien voir une chose aussi, c'est que même ce qui caractérise en partie conceptuellement l'altérité, c'est aussi toujours la résistance à l'assimilation, la résistance à la réduction au même. Donc l'autre, c'est celui qui, envers et contre tout, reste autre. Et qu'on ne soumet pas, même si malheureusement l'histoire prouve, comme on se le disait tout à l'heure, que trop souvent, il y a des écarts. Et hélas, voilà. Mais donc Serge nous dit c'est pas la même altérité, mais voilà, c'est pas la même altérité et même très souvent d'ailleurs, ça n'est absolument pas de l'altérité, ça n'est que du même. Ça n'est que du même. Pourquoi ? Parce que les robots, ils vont être programmés pour nous satisfaire. Ils vont être programmés, dit-il, pour répondre à nos moindres désirs. Et du coup, il va jamais y avoir ce rapport à l'altérité qui est si important pour la construction de la psyché humaine. Parce qu'il n'y a pas de conflictualité, du coup. Parce qu'il n'y a pas forcément de conflictualité, en effet. Et moi, ce que je dis à ça, c'est que je trouve absolument pas l'argument inintéressant. Je trouve pas l'argument inintéressant. Pour autant, je pense pas que ça soit uniquement la question des robots qui viennent éventuellement créer un peu qui viennent un peu pervertir, on va dire, nos relations sociales en règle générale aux autres, mais c'est plutôt l'effet cumulé de toutes les médiations techniques qui peuvent avoir tendance à nous éloigner. Il y a vraiment quelque chose de systémique là-dedans et voilà, identifier la part de responsabilité des robots et dire que c'est les robots qui nous éloigneraient. Bon, je suis un peu gêné avec cette idée parce que il n'y a pas clairement que ça.
Il y a pas clairement que ça, mais pour aller jusqu'au bout mais pour aller jusqu'au bout de la réflexion de Tisseron que tu citais, c'est que lui, il terminait par dire nous allons finir par préférer nos robots ou nos machines à nos semblables parce que justement, ils sont toujours de bon poil, ils nous disent pas non, ils sont pas méchants avec nous, il n'y a pas de conflictualité. Ils nous insultent pas. Non plus. C'est un risque ça, Julien, effectivement qu'à un moment donné, non, qu'à un moment peut-être, mais on va pas parler de ça. Mais c'est un risque effectivement qu'à un moment donné on puisse finalement préférer les robots par rapport à nos semblables directs. Et se désocialiser au nom d'une robotique sociale ? Je pense que c'est un risque qu'il faut prendre au sérieux, mais c'est un risque qu'il faut clairement, soumettre à l'analyse empirique. Dans quel cadre ça peut avoir lieu ? Pourquoi ? Typiquement, l'exemple que je prenais tout à l'heure avec Parot de cette personne qui s'est de la maison de retraite qui s'est repliée sur elle-même avec Parot. Dans ce cas-là, vraisemblablement, ça a eu cet effet-là. Par contre, est-ce que ça aura cet effet-là avec quelqu'un comme moi, quelqu'un comme vous, qui par ailleurs est très probablement très socialisé, humainement parlant, j'allais dire. Thibaut par ailleurs, moi, oui, mais Mick, un peu moins. Beaucoup moins. À force d'insulter tout le monde. C'est pour moi. Et prochain épisode, on tourne, les gars. Donc, je pense qu'il faut, il faut faire attention avec ces risques qui sont vraiment extrêmement, qui sont généralisés, qui sont pas inintéressants et auxquels j'accorde du crédit. On va voir par l'expérience aussi, quoi. Ouais. Julien, quand tu nous as parlé de l'altérité du robot tout à l'heure, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu qu'est-ce que tu entends exactement par l'altérité ? Si je reconnecte avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question du statut moral, en deuxième partie, en fait, pour moi, en tout cas tel que je l'analyse, le robot, ça n'est ni un agent, ni un patient moral, donc ça n'est pas non plus, je le disais, un alter ego, mais il a quand même une certaine valeur morale qu'on peut qualifier d'extrinsèque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas due à des caractéristiques qu'il posséderait en propre, c'est pas à l'intérieur de lui ou en lui-même qu'il vaudrait quelque chose moralement, mais plutôt à un certain effet. Il a un certain effet sur nous. Le robot social, ça n'est pas un sujet, encore une fois, ça n'est pas un objet non plus, ça n'est pas simplement un objet, mais c'est un effet. Et plus précisément, moi, ce que j'essaie d'analyser, c'est un effet que je qualifie d'effet d'altérité. C'est là que tout commence avec cette histoire de spécularité, en fait. Donc, qu'est-ce que j'entends par effet d'altérité ? En fait, je propose là ce concept philosophique, en fait, mais ça pourrait aussi relever d'un concept de design. Hein. Je le précise, c'est important. D'ailleurs, en parlant d'effet d'altérité, je m'inspire beaucoup du philosophe du design Stéphane Vial, qui lui parle d'effet de design. Il dit que le design, c'est pas d'abord le champ des objets, mais celui des effets. Et donc moi, quand je parle d'effet d'altérité, je parle d'un effet qui a pour principe de nous faire l'expérience de quelque chose comme un autre. Voilà. Et l'autre, l'altérité, ça n'est pas forcément l'autre humain. C'est d'abord et plus largement tout ce qui semble manifester un point de vue sur le monde. D'abord, c'est ça, l'autre. Et le robot, d'une certaine façon, on pourrait presque le définir comme ça. C'est cet objet technique, c'est cet artefact qui semble avoir un point de vue sur le monde, en première personne, qui semble avoir un rapport au monde. Ensuite, parler d'altérité pour caractériser les robots sociaux, c'est aussi une façon de signaler leur singularité par rapport à d'autres artefacts, dont la dimension utilitaire finit souvent par par prendre le dessus dans notre expérience. Par exemple, quand je tape du texte sur Word, je ne pense pas ou très peu à l'objet ordinateur. Je suis plus concentré sur ce qu'il me permet d'accomplir. Cet objet. Avec un robot social, c'est assez différent parce que mes interactions, elles ne relèvent pas uniquement de la relation de commande, mais elles relèvent de quelque chose de beaucoup plus riche. Et elles imitent bien plus à cet égard-là l'altérité humaine et l'altérité animale, en étant irréductibles à leur dimension utilitaire. D'ailleurs, au passage, on reconnaît les êtres humains qui réduisent les autres humains à leur dimension purement utilitaire, ça s'appelle des sociopathes, des psychopathes, ou alors dans le jargon des connards. Donc, tu vois. Le jargon philosophique, il va chercher loin quand même. Mais j'ai entendu une émission très sérieuse sur ce mot. Hein. Mais bon, bref, et voilà. Donc, je suis désolé. Il y a même un bouquin très célèbre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Cher connard. C'est vrai. Voilà. Je voudrais juste préciser un point pour être sûr de bien comprendre, Julien, sur cette notion-là, sur la notion d'altérité. Et quand tu parles donc pour les robots sociaux, le rapport sur le monde, c'est la façon dont ils interagissent avec le monde, mais pas la façon dont eux, ils conçoivent le monde. Ah non, absolument pas. Ils ne conçoivent absolument pas le monde. Non. Eux, ils influent sur notre environnement et notre façon d'agir. Et donc, c'est en ça, leur rapport sur le monde est là. C'est pas la conscience de... Non, il n'y a pas de conscience. En tout cas, moi, jamais je m'aventure sur ces terrains-là. Non, on dirait en philo, on dirait que c'est un point de vue phénoménologique. C'est-à-dire qu'ils nous donnent l'impression. Ils nous donnent l'impression d'avoir une intériorité. Bien sûr, on a l'impression qu'ils simulent une intériorité, qu'ils simulent des émotions, qu'ils simulent soit une conscience, soit une sentience. Mais c'est une simulation. Je ne vais absolument pas plus loin sur ces questions-là, moi.
Et ça se manifeste concrètement par des axes de design très concrets. Hein. Ils ont un corps, ils te parlent, soit avec du langage verbal et ou avec un langage corporel. Ils ont des capacités d'interaction sociale qui les rendent sociables. Voilà. Mais en fait, derrière tout ça, et c'est le dernier point, promis, ce que j'ai trouvé à titre personnel intéressant d'analyser derrière ça, c'est un dernier niveau de l'altérité. C'est un effet d'altérité qui est aussi un effet moral en réalité, parce que du coup, en se présentant comme ça à notre expérience, les robots, ils nous interpellent moralement. Ils convoquent d'une certaine façon aussi notre responsabilité sur deux modes qui sont paradoxales. Le premier mode, c'est sur l'interrogation. En effet, on se dit, mais comment je dois me comporter face à eux? Est-ce que je dois les traiter comme des animaux, comme des êtres humains ou pas du tout? La preuve, c'est ce qui se passe avec Mick et Alexa. L'exemple de Mick, voilà. Et le deuxième versant, c'est le versant incitatif, parce que comme je le disais tout à l'heure, ils sont vraiment faits pour nous inciter à prendre soin d'eux, à nous sentir responsables d'eux, à avoir ce sentiment de responsabilité. C'est presque voilà, je disais tout à l'heure, j'utilisais le mot d'infordance, c'est une invite à se sentir responsable. Et donc c'est là quelle est la spécularité, c'est qu'elle nous renvoie, elle nous interroge. Le robot, il nous interroge, il nous renvoie à notre propre subjectivation morale. C'est quel sujet moral j'ai envie d'être, comment j'ai envie de traiter les êtres et les entités qui m'entourent, et ça peut aller très loin en termes de réflexion là-dessus. Donc effectivement, le robot social nous interroge sur le rapport que nous avons à sa représentation physique au monde. Il n'a en aucun cas lui-même de représentation du monde parce qu'il n'a pas de conscience. Néanmoins, les rapports qu'on entretient avec lui peuvent modifier et façonner notre propre vision du monde. C'était un débat et un entretien passionnant, forcément extrêmement frustrant, Julien, parce qu'on aurait envie de creuser davantage. Mais avant, on va attendre que tu sois définitivement docteur et on te souhaite de l'être dans quelques semaines avec ta thèse. Un grand merci de t'être rendu disponible et de nous avoir éclairé sur ces sujets. Merci à vous. C'était super, merci Julien. Merci beaucoup. Merci Julien. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et voilà, Julien nous a quittés. Bon, c'était un épisode encore une fois bien riche. J'avais peur que ça soit un petit peu trop philosophique et au final, c'est vraiment, c'était juste parfait le bon ton. On a retenu plein de choses, Mick. Ouais, d'abord, on a effectivement de la chance d'avoir encore un bel invité avec nous. Bon, alors moi, je suis reparti un petit peu rhabillé pour l'hiver quand même sur mon histoire d'insulte à Alexa. Mais je suis sûr que je suis pas le seul à avoir ce réflexe-là. Vous l'avez pas avoué tous les deux, mais je suis sûr que dans vos écouteurs, là, vous êtes quelques-uns. Non, je dis merci quand elle est à la lumière de ma cuisine. Bon, c'est intéressant. Moi, ça m'a vraiment questionné par rapport à ça. Et puis, ça ramène effectivement à la question de liberté. Est-ce que c'est pas d'un seul coup un espèce d'hôte sur lequel on a tellement le droit de se lâcher qu'on en profite sans prendre vraiment effectivement aucun risque, puisqu'on sait très bien qu'il n'y aura aucune sanction, aucun risque derrière. Et en même temps, c'est marrant, puisque si j'en parle ici, en m'auscultant un peu moi-même, je me dis, c'est que je ressens quand même une certaine forme de culpabilité. Donc ça révèle vraiment beaucoup, je trouve, en fait, du rapport qu'on a avec les robots. C'est amusant. Ouais, cette question de la liberté, finalement, elle est centrale parce que, souvenez-vous, il nous a dit dès le départ, je crois, que la différence entre être un esclave artificiel ou sortir de son esclavage, en quelque sorte, de son statut d'esclave par la socialisation, c'était le propos même, finalement, de notre débat aujourd'hui et le fond de sa thèse. Par ailleurs, moi j'avais lu un bouquin, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que c'est toujours trop court, mais qui s'appelle « Vivre avec les robots », je le cite, paru aux éditions Seuil, écrit par Paul Dumouchel et Louisa Damiano. Le sous-titre, c'est « Essai sur l'empathie artificielle ». Et eux, les deux auteurs, parle, pour nommer les robots sociaux, de substituts, en nous expliquant que ces robots-là, finalement, sont nos représentants. Ce ne sont pas nos représentations, ils sont nos représentants pour effectuer notamment des tâches que l'on ne veut pas faire, etc. Et ce qui est assez troublant, c'est que finalement, ces robots qui sont une incarnation, finalement, qui sont des objets tangibles, qui sont dans l'espace, ils les opposent à toutes ces autres machines qui peuplent déjà notre quotidien avec les écrans, les puces, pourquoi pas demain le cyborg avec la puce sous la peau, en quelque sorte. Et donc il y a déjà cette dichotomie-là.
Et moi, je me suis posé la question et j'ai envie de vous la livrer, à vous deux et surtout à nos amis auditeurs. On n'a plus Julien, malheureusement, pour répondre aux questions compliquées. Mais bon, vas-y, on va essayer de t'aider, monsieur Chaudoir. Non, mais moi, ma passion, c'est de laisser partir les gens avec plus de questions que de réponses. Voilà, on va y arriver là. Et donc, du coup, je me pose la question, est-ce qu'on va finir par repeupler notre écosystème social à base de substituts, donc à base de robots, à mesure que nous, finalement, en tant qu'êtres humains, on va se diluer, on va se dissoudre dans l'intelligence artificielle et les métavers? C'est vrai que quand on voit comment tout le numérique nous a envahis et plus il est intelligent, je le mets vraiment entre guillemets, plus on a l'impression qu'il nous envahit, qu'il est proche de nous, et ça va nous poser des grandes questions, effectivement. C'est vrai, et au fait, moi, je repars avec une question en plus, ou du moins une forme de réflexion avec l'angle qu'a pris Julien. On a souvent tendance à essayer de se projeter sur le robot, un peu à cette image-là où on essaye de se dissoudre. Mais ce qui est intéressant, c'est le nouvel angle que Julien a introduit, c'est ce que le robot fait sur nous. Et toute la psychologie, entre guillemets, inversée qu'il peut y avoir, ou sur l'affect qui nous touche, et c'est comment est-ce qu'on essaye de mesurer cet affect. Finalement, c'est l'objectif du robot social, de toucher à notre affect, mais on n'analyse pas très bien aussi les répercussions que ça a sur nous. Je trouvais cet angle hyper intéressant parce que, on n'en a pas beaucoup parlé et je trouve que voilà, ça ouvre pas mal les choses. On a vraiment eu, encore une fois, un épisode passionnant. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur la robotique sociale n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons, nous avons le droit et même la responsabilité de faire preuve de sens critique sur ces sujets. Soyons acteurs plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors profitez-en pour laisser un commentaire et nous mettre quelques étoiles, ça fait toujours plaisir et vous contribuerez ainsi à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car, comme le disait Woody Allen, mon cerveau, c'est mon deuxième organe préféré. À bientôt. French Tech, esprit critique pour tech éthique.